L'invité régional, Michel Picard. Cette tradition à cette saison, la CIMAD organise Migrants Scène, un rendez-vous national décliné par de multiples initiatives locales. Bonjour Catherine Guy. Bonjour à vous. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes bénévole, active au groupe de la CIMAD de Lille. CIMAD, fondée pendant la Seconde Guerre mondiale. De quoi parle-t-on, CIMAD ? 1939. C'est une vieille association nationale et qui se décline en groupes locaux plus exactement, donc groupe de Lille, et qui est constitué effectivement de bénévoles actifs. Sans bénévoles, il n'y a pas de CIMAD. Les salariés encadrent et forment les bénévoles. Et nos deux missions. La première mission, c'est l'accompagnement pour l'acquisition des droits des personnes étrangères, évidemment droit au séjour, mais ça peut être aussi droit à la santé, droit à l'enseignement du français. Ça veut dire que les membres de la CIMAD sont des juristes ? Non, pas du tout. Il y en a. Mais on n'est pas juriste. Moi, j'étais pas du tout juriste. Mais ce sont les salariés qui elles-mêmes sont juristes. Dans les Hauts-de-France, c'est le cas, et qui nous forment et qui surtout nous actualisent sur le droit des étrangers. Ah oui. Moi-même, j'accompagne les demandeurs d'asile dans leur parcours pour aller à l'OFPRA, l'entretien qui doit décider s'ils méritent. Le terme est terrible, s'ils vont avoir la protection ou pas. Ça veut dire que vous les préparez aux entretiens ? Oui, l'idée, c'est vraiment de leur donner confiance, de leur expliquer comment ça se passe, dans quel cadre ils vont se retrouver. On a eu vous avez certainement suivi ou entendu parler, certaines accusations portées sur des associations qui disaient ils sont préparés, formatés parce qu'on sait ce qu'il faut répondre pour prétendre. Non, ça c'est chaque histoire est tout à fait particulière et il n'y a pas du tout de formatage. Il y a d'abord donner confiance et permettre à ces hommes et à ces femmes de faire face à ce qui est quand même une épreuve. Il faut quand même se rappeler que sur 10 demandeurs d'asile, il y en a 4 qui obtiennent l'asile et 6 qui ne l'obtiennent pas. Que deviennent ceux qui l'obtiennent et que deviennent ceux qui ne l'obtiennent pas ? Alors, ceux qui l'obtiennent ont un titre de séjour plus ou moins long et renouvelable, et ils peuvent engager une intégration et envisager de travailler, de s'installer. Les autres sont déboutés du droit d'asile et donc en situation irrégulière. Ils deviennent sans papier. On va y revenir, mais un mot tout de même encore de la CIMAD, parce que oui, alors, si certains nous écoutent et se disent « Mais CIMAD, qu'est-ce que c'est ? C'est un acronyme, ce sont des initiales, donc ça veut dire Comité inter-mouvement auprès des évacués », ça c'était donc à l'époque CIMAD, mais aujourd'hui ces mots n'ont plus forcément la même résonance. Non, l'acronyme renvoie à des valeurs qui ont été défendues pendant la Seconde Guerre mondiale, contre les discriminations, contre l'antisémitisme, pour effectivement être aux côtés de ceux qu'on appelait à l'époque les étrangers indésirables. C'est une dénomination administrative de l'époque. Les étrangers indésirables. Voilà. Alors l'autre mission de la CIMAD, parce que il y a l'accès aux droits et à la dignité des personnes étrangères, et il y a notre place dans le débat public. C'est-à-dire que la CIMAD entend effectivement modifier les regards sur les personnes étrangères dans notre pays et en situation de migration ou venant de migrer, et d'œuvrer effectivement pour influer, déconstruire les préjugés, dire ce qui est, témoigner, humaniser. Ça fait quelques années que vous êtes à la CIMAD ? Oh, oui, ça doit faire 6 ou 7 ans. Est-ce que vous avez senti un changement, un durcissement des regards ou des mots qui alors des mots, oui, des mots dans les grands médias. Dans le vocabulaire des autorités aussi et des hommes politiques. Peut-être une libération de la parole dans certains milieux, mais en revanche, chaque fois que j'interviens dans l'espace public, on constate des îlots de résistance à ces discours, c'est-à-dire des initiatives souvent individuelles de protéger, d'aider, d'intervenir. Ça, c'est quand même très réel dans la société. C'est-à-dire que la société n'est pas entièrement à l'image de ce que les médias voudraient bien nous faire croire. Ah, les médias, comme des vous dites. médias, pas vous, mais oui.
On va venir à Migransène, mais pour conclure sur la CIMAD, donc aujourd'hui, ce sont une centaine de groupes dans tout le pays, ce sont 140, 150 salariés, ce sont... oui, c'est ça, à peu près. Dans les Hauts-de-France, pour donner une idée, on est à peu près 200 bénévoles, 9 groupes locaux, de taille extrêmement variée, parce qu'il y a 4 bénévoles, il y en a d'autres, on est plus nombreux, et 2 salariés. Alors, Migransène, donc un festival, vous l'avez dit, pour déconstruire ces préjugés, remettre à l'honneur l'hospitalité comme fondement d'une société, même si ce sont des petites gouttes, ce sont tout de même des réalités. Et ce mercredi est inaugurée une exposition, l'Atelier des femmes fortes. De quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, cet Atelier des femmes fortes, c'est une exposition photographique qui a été faite à l'initiative de Fatouma Diabaté, qui est une photographe malienne, qui a reçu des prix d'ailleurs en France. Elle vit à moitié en France, à moitié au Mali. Et elle a travaillé avec 15 femmes qui sont suivies par un centre, le centre France Fanon de Montpellier, qui œuvre à la reconstruction de femmes étrangères qui ont subi des violences. Quel type de violence? Alors, violence au départ, à caractère sexuel pour beaucoup, excision, mariage forcé, violence pendant le trajet, quand on sait ce qui se passe effectivement sur les routes de l'exil, en particulier en Libye, mais pas seulement. Et puis aussi violence une fois arrivée en France, parce que là, c'est plutôt des violences administratives et elles sont contraintes souvent de devoir raconter, se remémorer, revivre en quelque sorte pour justifier d'être protégées. Donc, Atelier des femmes fortes, elles sont 15. Elles ont construit d'abord les prises de parole, elles ont pris la parole et elles se sont costumées, elles ont organisé des scènes qui relatent effectivement ces violences et elles ont l'objectif, et c'est pour ça que la CIMAD a accompagné ce projet, de rendre visibles les femmes migrantes, dont on ne parle pas très souvent, et pourtant elles sont aussi nombreuses que les hommes, et d'autre part de porter leurs paroles et de permettre que leurs paroles finalement soient dites, et en même temps ne pas les réduire. Je crois que ça c'est très important, ne pas les réduire simplement. Elles sont victimes, c'est vrai, elles ont été victimes, mais elles ne sont pas seulement des victimes. Ce sont aussi des femmes fortes qui se battent, qui se reconstruisent, qui cherchent leur place parmi nous et qui s'inscrivent effectivement dans notre choix de faire ensemble. Et Catherine Guy, cette exposition, elle est à voir donc à partir de ce mercredi où? Alors, au Grand Sud de Lille. Il y aura d'ailleurs à côté une exposition des femmes photographiées par SOS Méditerranée. Donc, les femmes sur le trajet quand elles arrivent en Italie, et puis une pièce de théâtre le soir, le dernier voyage Aquarius. Ça, c'est un projet... Aquarius, du nom du bateau c'est ça. Qui repêche finalement des migrants en perdition dans la Méditerranée. Pour les amener dans des ports sûrs comme le demande le droit de la mer, le droit international. Migransène, donc le festival organisé par la CIMAD, va donc débuter pour plusieurs semaines dans toute la France. Et là, on parle de ce qui se passe ici, dans la région, CIMAD Nord Picardie. Pour l'occasion, donc vous l'avez compris, Catherine Guy, bénévole active à la CIMAD de Lille, et l'invitée d'RCF Hauts-de-France. Entretien à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France ou sur notre site rcf.fr. On a parlé des violences spécifiques, vous avez parlé des violences administratives ici. Ça paraît étrange de parler de violences administratives, mais ce que vous nous dites, c'est que, en fait, des femmes qui arrivent ici en exil en France ne peuvent pas directement accéder à l'administration. Elles ont besoin d'être accompagnées, d'être formées, d'être... Alors, il y a cet aspect-là. Effectivement, accéder à un titre de séjour pour vivre en toute sécurité chez nous, c'est compliqué. C'est un parcours complexe et c'est pas donné d'emblée. Ces femmes, par exemple, doivent prouver qu'elles ont subi des violences, doivent convaincre un officier de l'OFPRA ou un juge qu'effectivement elles ont souffert et qu'elles doivent être protégées, et que si elles reviennent dans leur pays, elles auront des risques terribles. On en parle peu aussi, mais il y a aussi une violence
du regard de l'autre. J'ai lu ça. Au-delà des mots, ce regard qui peut être violent, comment ça se traduit? Alors, je pense que c'est lié au fait que avant de voir l'être humain, l'ambiance dans laquelle on est, les difficultés de la société font que on met les gens dans des catégories. Donc migrants, voilà, pourquoi tout de suite des étiquettes. Alors que ces hommes et ces femmes, là c'est le cas aussi pour les hommes, ce sont des hommes et des femmes qui sont partis pour de multiples raisons, pour lesquelles l'exil est toujours une déchirure, mais qui cherchent à construire une vie, leur vie, comme nous, on veut la construire. Et beaucoup, d'ailleurs, sont près de nous, travaillent, mais sont invisibilisés ou sont catégorisés, ou voire criminalisés dans certains cas. Mais enfin, vous l'entendez, comment la parole monter en disant qu'ils retournent chez eux, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, il n'y a pas de place pour eux. Vous l'entendez dans la société? Oui. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous dites? Alors, je crois que les choses sont simples. La migration, c'est un fait humain depuis toujours. Alors, un de mes amis qui est préhistorien me disait, évidemment, au temps de la préhistoire, on ne faisait pas 1000 kilomètres, on en faisait moins, mais voilà, ça fait partie de l'identité humaine et on n'arrêtera pas. C'est pas avec la dissuasion. Ça fait 20 ans que ça dure et je pense pas que ça ait produit des effets autres que l'insécurité. Catherine Guy, engagée à la CIMAD, il est important de mettre des visages, des histoires sur ces personnes parce que aujourd'hui, par exemple, on en est déjà à 60 morts ici, là, juste là sur nos côtes, oui. Des candidats à l'exil, des hommes, des femmes, des enfants qui recherchent un avenir meilleur, morts sur des bateaux surchargés en essayant de rejoindre les côtes anglaises. Mais on a tellement résumé ça, et vous l'avez dit aussi, les médias, on a une part de responsabilité en disant de nouveaux migrants morts en tentant de rejoindre les côtes anglaises, et ça se résume à ça. On finit par s'habituer en parlant d'étrangers, de migrants, en déshumanisant. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que Migrants Scène, les expositions, les spectacles, c'est aussi une autre façon d'abord de comprendre la richesse de ces rencontres et du faire ensemble et des aspects culturels, c'est-à-dire effectivement partager. Les jeunes font de la musique, ils la font ici ceux d'ici la font comme ceux d'ailleurs, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment un élément très très important. Dès qu'on sort des catégories, dès qu'on sort des chiffres, on tombe sur, effectivement, l'être humain, et l'humanité passe par l'autre. Hein. C'est quand même une des devises de la CIMAD. Et si certains nous écoutent et se disent, très bien, cette dame, Catherine Guy, elle a du temps, elle a de l'énergie, elle la passe à aider son prochain, c'est bien, mais nous, on a notre quotidien, on n'a pas envie de se faire embêter, on n'a ni le temps, ni l'énergie, et puis d'ailleurs, on se demande si ces gens ont leur place ici, vous leur dites quoi? C'est compliqué. Mais je pense que, d'abord, le bénévolat, c'est un choix. À un moment donné, moi, j'ai une vie professionnelle fort chargée. Quand j'ai eu la chance d'être en retraite assez jeune, enfin, à 60 ans. Vous n'avez pas fait de pause. Directement, vous êtes allé à la CIMAD. Oui, parce que je fais autre chose. J'ai une autre utilité sociale. Et c'est un choix. Quel genre de joie ça vous apporte? Quel genre de... La rencontre. Principalement, la rencontre de personnes que je n'aurais jamais rencontrées. Et puis aussi un décentrage personnel, c'est-à-dire que ça permet de se remettre en cause, et c'est pas mal. Ça veut dire que vous savez d'où viennent ces gens, vous visualisez le pays, la ville, par exemple, l'histoire. Oui, et puis qu'ils ont des cultures différentes, bien sûr, et qu'il faut essayer de les comprendre, que ça change, ça permet aussi de s'enrichir. Hein. Le bénévolat, c'est aussi ça. Et c'est essayer aussi de construire une société solidaire. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, la proportion, à peu près 6 sur 10, 4 sur 10, 6 sur 10 qui ressortent pour les demandeurs d'asile. Pour les demandeurs d'asile. C'est les chiffres tout à fait officiels. Qui ressortent avec un OQTF, c'est ça?
Alors, les 6 qui sont déboutés du droit d'asile, effectivement, ça peut déboucher sur une obligation de quitter le territoire, c'est-à-dire des difficultés considérables, alors que souvent, ils sont là depuis plusieurs années. Et certains ont même des activités. Alors, oui, peuvent en avoir, peuvent être installés depuis un certain temps, avoir appris le français, tout à fait. À quoi vous dites qu'il faut être vigilant dans ce dossier? Par exemple, on parle d'OQTF. C'est un terme qu'on a entendu à l'occasion de la mort d'une jeune fille, 19 ans, philippine, étudiante, tuée par enfin, le suspect principal est un jeune Marocain sous OQTF après avoir fait une période de prison pour viol et il était encore sur le territoire. Ça va déboucher aussi sur un renforcement, puisque dès février, Bruno Retailleau veut renforcer la loi immigration, une nouvelle loi immigration, avec par exemple une amende de 3 750 € pour séjour irrégulier, un allongement de la durée en centre de rétention de 90 à 210 jours. Bref, on durcit, et celles et ceux qui nous écoutent pourraient se dire, mais on ne comprend pas très bien qu'est-ce qu'il faut et en penser, comment se situer, oui, finalement, au QTF. Une fois qu'on a un OQTF, pourquoi est-ce qu'on ne part pas? Qui est concerné? Alors, l'OQTF, c'est une décision administrative de la préfecture. Il n'y a pas de délit. De même que quand, à la suite d'une OQTF, une personne est internée en centre de rétention administrative, il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de délit. C'est une mesure administrative. Ce qui explique d'ailleurs que bon nombre de ces entrées en centre de rétention ne respectent pas la loi française. Et ça fait que les personnes sortent de centre de rétention parce que, effectivement, la procédure n'a pas respecté les termes de la loi. Le durcissement, on le sent depuis de nombreuses années. Maintenant, il y a une fréquence des lois sur les questions migratoires qui... D'ailleurs, elles se répètent, mais elles prouvent aussi leur inefficacité complète et le fait qu'elles empoisonnent la vie des personnes. Elles les fragilisent. Parce que c'est ça, le fond du problème, c'est que toutes ces mesures visent à précariser les personnes, à les fragiliser et à vivre dans finalement l'incertitude. Avoir un titre de séjour qui dure 1 an, il faut le renouveler et le renouvellement se fait pas parce que la préfecture traîne. On n'a plus de papier. On bascule dans les sans-papiers. Dans la catégorie des sans-papiers, à ce moment-là, on a des personnes qui sont effectivement dans l'angoisse. Elles peuvent perdre leur travail, elles peuvent perdre les quelques avantages qu'elles avaient. Et ça, c'est des situations qu'on rencontre tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Merci beaucoup en tout cas Catherine Guy pour votre témoignage, d'être venue ici sur RCF Hauts-de-France. Je rappelle que la CIMAD, c'est très simple si certains veulent se renseigner sur Internet. Les sites sont très bien faits et là on parle de CIMAD Nord Picardie. Merci d'être passé dans ce studio en direct. Eh bien merci à vous.